Donc voilà, c'est parti. Merci beaucoup Anastasia pour cette invitation. Alors je voulais juste rappeler que mes trois interventions en fait font partie déjà en quelque sorte d'une réflexion que nous menons avec la philosophe Rachel Rajalu, qui est professeure de philosophie à l'école donc des Beaux-Arts de Talme-Le Mans. Et du coup, c'est vraiment en fait un travail, on va dire, en miroir grâce finalement à l'approche à la fois philosophique et anthropologique qu'on propose et bien évidemment à l'ensemble de nos invités que on commence à se frayer un chemin en quelque sorte de compréhension sur ces enjeux. Donc les trois conférences que je présente ont été, et je remercie Anastasia, ont été pour moi l'occasion en fait de revenir un peu sur ce que j'avais déjà abordé, tout simplement parce que un peu comme les sciences sociales, il faut réactualiser un peu ses connaissances et parce que en fait le monde ne nous attend pas. Il progresse parfois dans des perspectives parfois un peu effrayantes et puis parfois aussi enthousiasmantes. Et donc voilà. Euh, alors normalement, je vais tester. J'ai une série aussi. Voilà. Donc trois conférences. Donc la première qui s'intitule Anthropocène, un monstre prometteur, essai de cartographie d'un nouveau paradigme. C'est aujourd'hui. Demain, ça sera la mise en ressources de la nature, une perspective sur l'histoire environnementale du point de vue de l'Occident, et qui montrera qu'il y a un éveil des consciences quand même qui existe depuis un certain temps, au moins, on a envie de dire, depuis le 19e siècle, et le prisme des États-Unis est intéressant pour comprendre l'éveil de ces consciences et l'ambiguïté qu'on a finalement à essayer de trouver un lien entre l'exploitation de la nature et sa conservation. Et puis, bien évidemment, je ne peux pas m'empêcher, me semble-t-il, dans ce package, on va dire comme ça, pour comprendre les enjeux de l'Anthropocène, de parler d'économie. Alors, je ne suis pas économiste, hein, Anastasia l'a dit, je suis anthropologue, mais il me semble que c'est important d'apporter quelques éléments en fait, de repérage. On pourrait dire que en fait, les trois conférences que je vous propose, c'est un état des lieux en fait, sur les grands enjeux et cet état des lieux pour le rendre en fait accessible de nous tous et pouvoir y participer plutôt que de recevoir constamment en fait une expertise par le haut. Il s'agit de se frayer un chemin pour pouvoir appréhender en fait ces enjeux et puis de continuer avec plus peut-être d'acuité à essayer de nourrir des actions qui vont nous satisfaire. Alors, quatre parties dans. Je vais essayer de faire, comme je disais, Anastasia en off, pas de trop de digression, parce que c'est une conférence un petit peu dense aujourd'hui, mais c'est assez rare d'ailleurs que je fasse des conférences le matin, c'est plutôt le soir. Et du coup, le matin, j'imagine qu'on est plus prompt à écouter, donc ça, c'est plutôt un avantage pour nous. Alors, quatre parties. D'abord, puisque comprendre l'Anthropocène du point de vue de l'anthropologue, c'est essayer de faire du terrain et du coup d'aller au plus proche de ceux qui commencent à incarner en fait ces notions, qui les portent. Donc ça sera la première partie, définir les artisans de la notion, qui sont ces artisans, quels sont les lieux en fait d'explicitation de ces savoirs, comment ils vont se diffuser, etc. La deuxième partie, c'est vous allez voir que, enfin vous l'avez peut-être déjà d'ailleurs entendu, hein, que l'Anthropocène ne fait pas unanimité hein, dans le récit parce qu'il a du mal, et ça je vais vous l'expliquer, il a du mal à dire finalement, dans une perspective générale, il a du mal à nuancer en fait son approche et donc dès le départ en fait il a charrié des controverses et donc dans la deuxième partie c'est vous parler des controverses et puis également revenir un petit peu en arrière sur l'histoire de l'énergie fossile et vous montrer que d'autres histoires auraient pu se constituer, c'est-à-dire qu'on a le pétrole, en gros on a le charbon, et puis on a naturalisé quelque part cette approche, c'est-à-dire qu'on a considéré que c'était comme ça, en fait, que notre destin était en quelque sorte lié avec l'énergie fossile.
Ceci dit, on pourra en discuter. Hein, on pourrait vraiment croire que notre destin était vraiment lié en fait à l'énergie fossile, alors qu'au XIXe siècle, il y avait plein de façons de faire autrement. Et je vais m'appuyer sur un ouvrage notamment d'Andreas Malmö. Alors, toutes les références avec Anastasia, on fera l'effort de vous donner toutes ces références aussi sur le site Internet pour que vous puissiez prendre le temps de revenir éventuellement sur les différents auteurs. Et la troisième partie, ce ne sera pas tout à fait à la fin, l'idée, c'est plutôt de vous présenter comment les récits s'incarnent, comment ces récits sur l'Anthropocène se présentent à nous. Alors, à la fois à travers un triptyque, c'est celui du vocabulaire. Vous allez voir que l'Anthropocène charrie énormément de vocabulaire qui peut parfois être très, très simple, mais derrière cette simplicité, il y a une forme de complexité. Donc, on parlera, je prendrai un mot pour vous expliquer rapidement en fait un peu cette complexité qui est à gratter. Et puis, l'Anthropocène aussi se présente avec une quantité de chiffres. Hein, donc là, on en parlera. Et puis enfin, si on a un petit peu de temps, je vous ferai l'expérience d'une écoute. On prendra la référence d'un bioacousticien qui essaye de nous faire ressentir la perte de la biodiversité en écoutant l'effondrement du spectre sonore des animaux aux États-Unis. Il s'agit de Bernie Krause, qui est un grand bioacousticien qui avait fait une très belle exposition à la Fondation Cartier il y a quelques années maintenant. Et puis, alors ça va être l'objet un peu de toutes les parties, peut-être, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir riposter et trouver en fait un peu quelque part, ce que nous propose finalement aussi Anastasia dans cette dynamique de recherche, riposter, c'est-à-dire trouver des actions capables de retourner, en fait, de renverser ou de révolutionner en gros la situation. Alors, on commence, pardon, je vais faire mon... Alors pourquoi un monstre prometteur? Vous avez peut-être été interpellé par le titre que j'ai donné. En fait, je reprends cette expression à quelqu'un que je croise régulièrement, alors pas physiquement dans mes travaux, mais dans les écrits. C'est Jacques Greenwald. Là, pareil, hein, vous inquiétez pas, on mettra les références par la suite. Alors, Jacques Greenwald, en fait, il est philosophe et il est historien des sciences à l'Institut universitaire d'études et du développement de Genève, en Suisse. Et Greenwald, en fait, a, on va dire, un double mouvement, celui à la fois de scientifique, en fait, de participer à la compréhension de la transformation, de la montée en puissance à la fois des phénomènes d'industrialisation et leurs répercussions directes du côté de l'écologie. Et donc, il se retrouve, et ça me plaît en tant qu'anthropologue, dans les salons, dans les lieux en fait, de débat. Et donc, il relate à la fois, il relate d'un point de vue presque expérientiel des différentes tractations qui vont agiter le monde scientifique sur ces problématiques. Et donc, Jacques Greenwald, dans une intervention, il parle de monstres prometteurs en parlant de l'Anthropocène. Alors, je ne prends pas la même optique que lui, hein, je ne lui ai pas demandé pourquoi, en fait, j'ai compris à demi-mot hein, pourquoi il parlait de ce monstre prometteur, mais je pense qu'on est d'accord que l'idée du monstre ici, c'est par la taille, hein, par la taille et les enjeux que la notion soulève, probablement aussi un peu l'effroi, hein, c'est l'inquiétude. Alors c'est peut-être un euphémisme de dire qu'on est inquiet et qu'on peut être saisi par les enjeux qui sont un peu hors normes qu'on va relater, que soulève l'Anthropocène. Et je pense qu'il y a une disposition un peu vertigineuse entre le concept d'Anthropocène, ce qu'il recouvre, et ce que nous sommes en tant qu'individus, ce que nous sommes capables en fait d'appréhender. Alors, on pourrait revenir, je me suis amusé un peu à ça, la racine latine classique de monstre, hein, c'est le monstrum, qui veut dire prodige manifestant la volonté des dieux. Alors, bon, voilà, l'Anthropocène comme événement sans précédent interroge les conditions d'existence de notre être au monde, ça c'est sûr et certain, et donc, me semble-t-il, c'est une hypothèse, à la manière de la volonté des dieux,
essayer de comprendre ce défi sans précédent, comme une énigme existentielle fulgurante qui se présenterait en quelque sorte à nous, difficilement compréhensible, qui est celui d'échapper à la production de notre propre extinction et de nous réouvrir de façon alors radicale et urgente, me semble-t-il, à de nouvelles opportunités prolongées, pour prolonger nos vies humaines dans des conditions qui doivent nécessairement passer par une résolution des inégalités humaines. C'est par là que ça passe fondamentalement. Et par la volonté de tenir ce que j'appelle une commune mesure universelle à ne pas dépasser, c'est-à-dire des modes de consommation qui devront nécessairement se réduire, se transformer pour certains, se rééquilibrer pour d'autres, sortir par exemple de l'insécurité alimentaire qui concerne des millions de personnes. Donc l'Anthropocène, c'est bien l'ère de l'humain, mais pas celui qu'on croit. Ce n'est pas l'humain assuré, mais c'est celui vraiment qui perd le contrôle du monde lié à une perte de contrôle de sa trajectoire de vie. C'est une sorte, pardonnez-moi peut-être de cette métaphore un peu facile, une sortie de route dans un virage qui aurait été très très mal négocié du fait de sa trop grande vitesse. Alors là, la vitesse, une notion de réflexion assez omniprésente, notamment dans les intellectuels de l'école de Francfort. Je ferai référence une ou deux fois à Hartmut Rosa, par exemple. Donc prodige, c'est vrai, mais à la fois vertige, il faut bien le reconnaître, d'un concept qui va bousculer les sciences humaines, et c'est pour ça finalement qu'on se présente aussi un peu à vous, j'ai envie de dire tardivement, parce que en fait, les sciences humaines, elles se posent ces questions depuis déjà une vingtaine d'années, mais dans le champ médiatique de manière plus récente, elles bousculent les sciences humaines, les sciences du vivant et les sciences de la Terre. Alors, vertige aussi, car, me semble-t-il, l'Anthropocène nous fait entrer dans une phase d'incertitude. Or, jusqu'à présent, nous étions plutôt sur un régime fixiste qui nous rassure. Quand je parle de régime fixiste, c'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que demain va ressembler à la journée d'aujourd'hui. On n'imagine pas un effondrement immédiat et que tout soit bouleversé. Et c'est ça, c'est-à-dire que ce qui nous fait vivre aussi, c'est ce sentiment que les choses vont se perpétuer, vont se reproduire et nous donne une sécurité physique, une morale, intellectuelle. Et par défaut, on pourrait dire que les humains sont plutôt conservateurs et ont besoin de cadres, de répétition et d'institutions sociales. Donc les ressources de la planète, vues comme une sorte de grand distributeur automatique dans lequel les humains viennent se servir, d'ailleurs, on le verra, certains beaucoup plus que d'autres, sans limite et sans autre horizon anthropologique que celui d'un épuisement du sens de vie. Je peux parler par exemple des guerres, des pandémies, des burn-out au travail. On pourrait égrener comme ça une longue liste d'infélicité en quelque sorte. Eh bien, tout ce schéma doit être définitivement enterré. Cela passe par cette fameuse sécession des hommes, des humains, avec la nature, c'est-à-dire qu'on a considéré l'homme en dehors de la nature. C'est le fameux, on reviendra à un naturalisme qui a été porté par un grand anthropologue français, dans ce qu'il appelle une révolution ontologique. C'est des manières d'être au monde dissociées finalement, c'est le cas du naturalisme, de la nature. Imaginez que l'homme est radicalement indépendant en fait de cet état de nature. Alors, j'ai vu qu'il n'y a pas de nature. Ça, c'est les propos que l'on doit à un poète que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Fernando Pessoa. Et dans alors j'ai réduit volontairement le poème. On vous donnera aussi le lien pour lire ce sublime poème qui est finalement assez court, mais je devais aller faire assez vite.
qu'est-ce qu'il veut nous dire là? Il dit simplement que nous sommes des êtres de nature parmi les autres êtres vivants et qu'il n'y a aucune justification, ni scientifique, ni morale, ni éthique, de séparer radicalement en fait l'homme de la nature. Il n'y a aucune évidence à diviser le monde en deux, la nature d'un côté et les hommes de l'autre, comme l'ont fait les sociétés modernes au XIXe siècle, hein, ont précipité l'homme en dehors de la nature, et en faisant cela, on va autoriser les humains à l'exploitation extravagante des ressources de la planète, de ce sur quoi on repose, c'est-à-dire la nature. En gros, on va scier progressivement la branche sur laquelle on repose. Et pourtant, on va le voir, et c'est la deuxième photo à droite que vous avez dans l'ouvrage qui s'appelle, un ouvrage qui date déjà un petit peu, qui s'appelle Régénération de la nature végétale de François-Antoine Roch. Et là, nous sommes au tout début du 19e siècle, en 1801. Alors, Antoine Roch, c'est un géographe français qu'on considère, lorsqu'on lit des biographies sur ce personnage, on le considère comme le père fondateur de l'écologie française. Et en 1801, voici ce qu'il dit, hein, vous l'avez également à l'écran, l'homme, nous dit-il, insensible dans ses destructions, donc vous voyez, hein, début du 19e, hein, est loin de songer qu'autant de fois qu'il mutile la nature, autant de fois il commet un crime envers sa postérité, dont il diminue les moyens de subsistance. Fin de citation. Donc le désastre, les tempêtes nous sont rapportées sans que fondamentalement rien ne change dans notre quotidien. On continue à aller dans la rue, on va à la boulangerie, on continue à aller bien évidemment, hein, j'ai envie de dire, à prendre le bus, je prends la voiture, je pense au téléphone éventuellement que je dois changer, peut-être de moins en moins ou à la marge. Et donc, ce sont nos croyances continuistes qui nous installent dans une espèce de, en fait, on va dire, de différence entre ce qui, entre ce qui s'énonce, qu'on peut voir dans les médias, et puis cette manière de mener des vies en quelque sorte ordinaires. Alors, ce n'est pas vrai pour tous. C'est-à-dire que cette confrontation en fait, avec le réchauffement climatique et ce que ça peut induire, eh bien, les événements récents, par exemple en Allemagne, c'est-à-dire là, à nos portes, hein, alors là, je parle effectivement si on s'y situe en Europe, mais pas encore complètement chez nous, c'est-à-dire pas encore complètement ni en Ukraine ni en France, eh bien, le désastre écologique en Allemagne est une illustration de nos rapports désastreux avec le vivant. Et alors, c'était intéressant d'entendre un politique allemand, qui, de cette situation, dit, de manière très lucide d'ailleurs, il dit « il faut revoir notre rapport à la nature ». Mais du coup, de se faire interpeller par une personne dans la rue et de demander aux politiques « mais qu'avez-vous fait depuis tant de temps pour en arriver là ?» Il faut donc, pour reprendre l'expression à Bruno Latour, un philosophe et sociologue en français, se poser la question, nous devons nous poser la question, qu'est-ce qu'être terrestre? Question à la fois large et à la fois qui peut être extrêmement pragmatique si on s'en saisit concrètement, comme il peut d'ailleurs nous indiquer à le faire. Comment construire un autre rapport au monde et par où commencer? Là où on est, c'est-à-dire commencer là où on est, sur un territoire, hein, un peu ce que vous enclenchez finalement, Anastasia, avec votre équipe, non pas fermé, hein, ce territoire ne doit pas être fermé, mais ouvert par le haut à toutes les appartenances. Et sur ces questions, vous verrez, je reviendrai aussi là-dessus. Alors, sur le concept d'anthropocène, nous sommes au début des années 2000, au tout début des années 2000, et il va y avoir en fait, on va dire, une communication assez réservée où apparaissent deux personnages. C'est une newsletter d'un bulletin qui s'appelle le bulletin Global Change, c'est les GBP
en 2000. Alors, c'est un petit bulletin propre aux scientifiques, assez intime, et du coup, bien évidemment, vous pensez bien que c'est une notion qui va rester encore très confinée en fait, à la science, et le mot anthropocène est lancé comme ça, voilà, dans ce bulletin par deux personnages que on va voir très rapidement, mais surtout, on peut dire que, et là vous l'avez en représentation devant vous, c'est surtout en 2002, on s'accorde à dire ça, qu'il y a un article fulgurant qui va apparaître dans une revue, alors très très importante, hein, je ne sais pas si vous le connaissez, alors il faut lire bien l'anglais, et puis il faut être intéressé aux sciences du vivant. Nature, c'est quand même une revue assez spécialisée, mais qui s'appelle Nature, hein, et et qui au départ, en fait, une discussion complètement liée au milieu scientifique propre. Alors, en 2002, donc, il y a ça, et quelques années plus tard, moi je pense, hein, c'est un peu finalement ce que mes lectures me montrent, c'est qu'en France, il y a un moment important qui va permettre de déplacer la notion d'anthropocène du champ scientifique au champ plus ouvert de la société civile, qui va toucher un plus large public. Alors c'est un peu paradoxal parce que c'est une conférence qui a lieu en 2015 en France au Collège de France et qui réunit des intellectuels de premier plan. Je regarde là d'ailleurs, je crois que j'ai le livre, voilà, des intellectuels de premier plan de pas mal de nationalités différentes, hein, et ça va donner cet ouvrage, Penser l'Anthropocène, hein, qui va être dirigé par Rémi Baud et Catherine Larère. Donc, voilà, c'est un séminaire sur 4 jours. Il y a, je sais pas, je crois qu'il y a 200 invités et donc des séries de conférences. Et là, en quelque sorte, on a une vision assez exhaustive des enjeux que soulève l'Anthropocène. Alors, pourquoi on fait ça en 2015? Ben, rappelez-vous, pourquoi? Parce que c'est la même année où vous avez un événement en 2015, c'est la COP 21 à Paris, qui va essayer d'engager en fait les 195 pays à réduire drastiquement leurs émissions de CO2. Et, et donc, c'est suite en miroir, finalement, un petit peu avant la COP 21, c'est de montrer que les scientifiques, et notamment les sciences humaines, sont en quelque sorte aux avant-postes de la réflexion pour conduire les politiques avec lucidité dans les lois qui vont être ensuite voilà, débattues et décidées. Alors, le paradoxe, c'est que, alors on pourrait d'ailleurs en discuter, hein, mais là aussi, si vous continuez maintenant à interroger des personnes dans la rue sur la notion d'anthropocène, il me semble que la notion reste floue, qu'elle est encore approximative, qu'elle est opaque, qu'elle est rattachée, c'est vrai, à un champ scientifique précis et qui peut être parfois rebutant pour eh bien, pouvoir en rendre compte. En tout cas, si on rebascule du côté scientifique, du côté des champs disciplinaires, la notion va chambouler les sciences du vivant, les sciences de la Terre, les sciences humaines, et surtout les inviter, et ça c'est important, à davantage se fréquenter, à dialoguer, se questionner et s'éclairer, parce que imaginez-vous qu'en général, lorsque vous êtes dans un laboratoire de sciences du vivant, vous êtes très éloigné d'un laboratoire d'anthropologie ou de philosophie, enfin c'est ce qu'on appelle une pensée en silo, hein. Vous avez une espèce de silo et on communique finalement peu. Donc l'Anthropocène va permettre quand même de déclencher la possibilité d'ouvrir ce qu'on appelle une rupture épistémologique, c'est-à-dire de réorganiser en quelque sorte les disciplines, non pas les déstructurer, hein, mais plutôt les inviter à voisiner davantage et à se questionner. Alors, comme je vous l'ai dit, au premier abord, c'est vrai que anthropocène, le concept apparaît un tantinet prétentieux. Cette appellation, c'est vrai que nous fait passer d'une ère géologique et biochimique non anthropique, c'est-à-dire où avant tous les changements qui étaient liés à la planète étaient liés en fait à des forces en quelque sorte naturelles. C'est quand même, rappelez-vous, hein, tous ces changements qui existent avant l'homme existent depuis 4 milliards d'années. Donc ça doit nous rendre un peu modestes. Et on bascule tout d'un coup
de l'histoire de la planète à l'histoire humaine, hein, une collision de l'histoire du vivant avec l'histoire humaine. L'histoire de la Terre, nous dit l'homme, en quelque sorte, à travers l'Anthropocène, n'a qu'à bien se tenir. Voici maintenant l'histoire géologique humaine. Alors, à l'échelle temporelle de la Terre, ce qui nous tracasse maintenant, c'est vrai, hein, et à juste raison, eh bien, c'est-à-dire l'impact humain sur la Terre, eh bien, je crois que ça risque d'être une très petite parenthèse temporelle que l'on risque même de perdre de vue d'ici quelques millions d'années. Bah, il faut juste se rappeler ça. J'avoue qu'en disant ça, ça ne fait pas forcément avancer le schmilblick, mais c'est important un peu de modestie dans cette manière d'approcher un peu ces enjeux. Donc, vous voyez bien ce que je suis en train de dire, c'est que dès le départ, le concept est discuté. Alors, il est discuté parce que les géologues, en quelque sorte, ils vont faire leur job. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, ils ne vont pas penser, me semble-t-il, je n'ai pas lu d'article qui montre une grande réflexivité de la part des géologues à mettre comme ça, pêle-mêle, un nouveau terme. Mais en tout cas, dans les sciences humaines, dans les sciences sociales, les sciences humaines, le concept est discuté, il va être accepté par certains et réfuté lourdement par d'autres, et c'est ce que nous allons voir. À ce stade-là, on peut déjà reprendre ce qu'en dit la philosophe Catherine Larère. Hein. Vous vous rappelez, Catherine Larère, c'est la fameuse philosophe qui avait organisé avec Rémi Baud le séminaire sur l'Anthropocène au Collège de France. Alors, pour nos amis ukrainiens, juste un tout petit, le Collège de France est la grande institution à Paris des savoirs hein, depuis déjà de très nombreuses années. Et donc, c'est un lieu aussi symbolique hein, de diffusion des savoirs. Voilà, ce n'est pas n'importe quel endroit. Donc, voilà ce que nous dit Catherine Larère. Avec l'ingénieur agronome Raphaël Larère, ils sont deux à travailler ensemble, femme et mari. D'un côté, la philosophe, de l'autre côté, ingénieur agronome et en plus sociologue. Elle nous dit ceci, je la cite. C'est certainement, nous dit-elle, l'Anthropocène, c'est certainement un concept planétaire, global, ignorant des diversités. Fin de citation. Voilà. Je crois que tout est dit. Avec cette petite phrase, on entre dans le dur. L'Anthropocène, on pourrait dire, a quelque part les défauts de ses avantages. C'est un peu ce que je cherche à défendre. C'est une visée effectivement très large, et du coup, qui dit visée très large, on perd toutes les nuances. Alors, il ne faut pas s'étonner à partir de ce moment-là qu'une partie de l'humanité, en marge notamment de la modernité, celle qui est souvent défendue, vous savez, par ce qu'on appelle les subaltern studies, c'est ce champ d'études anglo-saxon qui permet en quelque sorte de redonner corps à des sujets et des objets qui sont passés sous silence radar par les corpus scientifiques, en quelque sorte. Et donc, on peut dire que l'Anthropocène ne représente pas, bien évidemment, toute l'humanité, et de nombreuses personnes ne se retrouvent pas dans ce grand récit occidental, qu'on pourrait d'ailleurs, en quelque sorte, dire, mais finalement, est-ce que ce n'est pas de nouveau un récit qui colonise magistralement, en fait, nos esprits? Ils ne se reconnaissent pas dans ce grand récit, ni dans son histoire, ni dans la façon dont ça nous affecte à des rôles dans l'histoire, mais ni dans la façon dont ça nous projette dans l'avenir. C'est ça aussi qui est important. Donc, on quitte The Nature, on va revenir un petit peu dessus, et voilà, trois images que je vais un peu commenter. Alors, l'homme est une force géologique, c'est ce que nous dit l'Anthropocène, c'est-à-dire que l'action humaine, l'exploitation massive des ressources de la planète, et c'est quelque chose que vous entendez, modifie substantiellement et drastiquement les équilibres biochimiques de la planète. L'Anthropocène nous renvoie une responsabilité collective concernant la destruction massive de très nombreux milieux de vie, le nôtre y compris, et cette idée-là, elle est difficilement contestable. Alors certes, il y a des climato-sceptiques, je ne vais pas en parler cette fois-ci, ils sont de moins en moins nombreux, c'est quand même
difficile de soutenir quelque chose de différent que ce qui se passe actuellement, ces systèmes de dérèglement. Mais voilà, ça existe hein, partout dans le monde, notamment aux États-Unis. Mais si vous prenez ce que j'ai fait regarder là, dans l'article du Monde du 23 juin 2021, cet article nous relatait le prochain rapport du GIEC. Le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des pays membres de l'ONU. Alors, c'est aussi, vous allez voir, dans l'Anthropocène, il y a énormément d'acronymes, de contractions qui fait qu'on se perd parfois dans… Alors, le GIEC, maintenant, c'est vrai qu'il est plus davantage connu parce que depuis me semble-t-il, 2011, on a régulièrement des rapports du GIEC. Alors, en gros, c'est-à-dire qu'on a rassemblé des scientifiques de 195 pays, je crois que c'est à peu près le nombre de pays qui appartiennent donc à l'Organisation des Nations Unies. Et donc, voilà pourquoi on dit des experts intergouvernementaux, et que là, on a en tout cas un principe d'équité de point de vue représenté par l'ensemble de ces pays. Alors, c'est quelque chose qu'on peut effectivement questionner fondamentalement. Est-ce qu'il y a toutes les équités? Est-ce que certaines parties plus en retrait des mondes médiatiques et notamment des pollutions autochtones sont suffisamment représentées dans ces formes de compréhension, c'est-à-dire à la fois scientifique, mais à la fois une expertise d'usage. Bon, voilà, là, voilà une digression que je fais que je ne devrais pas faire parce que autrement ça va prendre trop de temps. Mais ce rapport du GIEC, quand même, il va, le prochain rapport du GIEC, qui, ça y est, il est fait, mais il va sortir en février 2022. C'est-à-dire que vous pourrez le consulter en février 2022. Alors, pourquoi il est fait et pourquoi en février 2022 ben, tout simplement parce que c'est un objet politique, mais monstrueux, puisque derrière, ça a des impacts fondamentaux sur la façon dont on va devoir gérer des accords internationaux, des formes de solidarité à l'échelle de la planète, ce qu'on n'arrive jamais bien évidemment à faire. Et donc, vous voyez, il va devoir être ratifié. Donc, cette ratification, ça demande du temps par 195 pays pour qu'ils soient d'accord pour toutes les conclusions qui sont données en fait dans ce rapport. Et malheureusement, j'ai envie de dire, ce rapport va être ratifié et donc en février 2022, mais vous avez des conférences importantes sur la biodiversité et sur le climat à la fin de l'année, et ça aurait été vraiment bien que ce rapport du GIEC soit présent dans toutes les têtes pour que, voilà, pour que politiquement on puisse être à même de prendre les bonnes décisions. Ce rapport, il va faire 4000 pages, donc c'est colossal. Alors bien évidemment, moi je vous conseille d'ailleurs, on va peut-être le faire avec les étudiants, d'aller dans les éléments de synthèse. Hein, à chaque fois, dans les différents chapitres, vous avez des éléments de synthèse, vous avez même une synthèse générale pour aborder ce rapport de 4000 pages. Et si vous voulez fouiller, vous pouvez fouiller très très loin. Et voici ce que dit Le Monde le 23 juin 2021. Alors, je ne vais pas faire de grandes citations sur pour nous rendre encore plus inquiets, mais quand même, c'est juste une réalité de nouveau d'urgence qu'énonce le GIEC. Alors, je le cite, un extrait. Pénurie d'eau, exode, malnutrition, extinction d'espèces. En 2050, nous dit le journaliste qui rapporte cet élément de synthèse, en 2050, l'état du monde risque d'être sous très haute tension à toutes les échelles, nous dit-il. Dans le résumé de ce rapport, on apprend donc que la vie sur Terre, c'est le journaliste qui en rend compte, peut se remettre d'un changement climatique majeur en évoluant vers de nouvelles espèces et en créant de nouveaux écosystèmes, mais, et c'est là que j'insiste, mais en revanche, en fait, l'humanité, elle, ne le peut pas. Le GIEC, c'est-à-dire que, en gros, après donc la vie sur Terre, en gros, va continuer, va se transformer. Vous avez vu, il y a un admirateur là juste derrière qui est là. Tu peux passer, Gustave, hein, tu as le droit de passer. Oui, non, mais tu demandes à Victor, va en bas. Voilà, il faut négocier un peu aussi avec c'est les joies aussi d'être
à la maison et de laisser un peu des ouvertures vers les tablettes qu'on condamne en général pour autant. Bon, voilà, il ne faut pas que je fasse trop de digression, mais ce sont des réalités qui sont intéressantes, hein, des dissonances qu'on appelle dissonances cognitives. J'en reparlerai de ces dissonances cognitives, c'est-à-dire des choses sur lesquelles on est en train, en général, de trouver tous les arguments pour dire c'est pas bien, il faut être attentif, et parfois on lâche du lest pour se retrouver dans des situations un peu confortables. C'est se dire, bon, enfin voilà, je reparlerai de ça parce que la notion de dissonance cognitive, on est tous un peu atteints, et c'est aussi les limites de notre engagement, quoi. Donc, mais vous voyez que parfois j'ai des notes un tout petit peu volontairement un peu optimistes, parce que je pense que c'est important aussi parfois dans le poids des inquiétudes et des stress que soulève l'Anthropocène de retrouver aussi voilà, des formes de contamination un peu humaines, sensibles qui nous portent. Mais revenons au GIEC. Le GIEC estime que dépasser le seuil de 1,5 degrés Celsius, 1,5. Rappelez-vous que la COP 21, la COP 21, c'était 2 degrés. Et alors, les scientifiques reviennent sur cette position. Ils disent, en fait, 2 degrés, c'est déjà trop. Déjà trop, il faut moins. Donc, 1,5 degré en plus de hausse des températures pourrait déjà entraîner progressivement des conséquences graves pendant des siècles et parfois irréversibles. Sur la notion d'irréversibilité, on reviendra aussi peut-être dessus. Selon l'Organisation météorologique mondiale, qui participe en fait aussi au rapport du GIEC, la probabilité que ce seuil de 1,5 degré sur une année soit dépassé dès 2025, hein, dans 4 ans, hein, eh bien, est déjà de 40%. C'est-à-dire qu'on a 40% de chances de dépasser ce seuil. Et les accords de Paris, rappelez-vous, parlaient de 2 degrés. Mais on revient sur cette considération. Donc, en gros, il faut être encore plus attentif à réduire davantage que ce que énonçaient les accords de Paris. Et les récifs coralliens, par exemple, dont un demi-milliard de personnes dépendent, vont souffrir directement. Vous avez peut-être entendu le classement à l'UNESCO récemment. L'UNESCO en fait, a classé la Grande Barrière de Corail patrimoine mondial, mais on va dire sous la pression politique des Australiens, parce qu'en fait, l'UNESCO a considéré que la Grande Barrière de Corail est trop détériorée pour qu'elle fasse encore, en quelque sorte, qu'elle réponde à tous les enjeux de protection et de sauvegarde de ce récif corallien. Mais il y a une telle en fait, représentation économique derrière le classement de l'UNESCO que les lobbies australiens ont fait des pieds et des mains pour conserver, en fait, encore, je crois, sur un an. En fait. Et puis, mais donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, c'est bien gentil de classer la Grande Barrière de Corail pour les Australiens, mais en même temps, il faut qu'ils nous garantissent qu'ils diminuent largement les énergies fossiles. Alors, les aléas climatiques entraînent des pertes soudaines, c'est le journaliste encore qui relate ça, dans tous les systèmes de production alimentaire. 80 millions de personnes supplémentaires auront faim d'ici à 2050, si rien n'est corrigé, et 130 millions pourraient tomber dans la pauvreté extrême d'ici 10 ans. La hausse des niveaux des mers, c'est-à-dire d'ici 2050, hein, c'est quand même pas très très loin, va menacer des centaines de millions d'habitants de villes côtières, qui entraînera très probablement des migrations importantes. Hein. Alors, là aussi, on peut se demander comment ça va se passer, vu qu'on a beaucoup de mal à gérer les migrations au cœur de la Méditerranée. Avec un très petit nombre, le grand nombre, ça va bousculer en quelque sorte les configurations politiques des différents États-nations. Il va falloir de manière urgente trouver des formes de solidarité satisfaisantes et pas celles qu'on a à peine qui sont à peine énoncées en ce moment. L'eau, par exemple, si on prend l'eau, j'en ai parlé rapidement dans l'ouverture hier, mais avec 1,5 degré en plus dans les villes, ce sont pas moins de 350 millions d'habitants supplémentaires qui vont être exposés à la pénurie d'eau, plus 2 degrés, c'est-à-dire 400 millions. Alors attends, je suis tout à l'heure. Ouais. Deuxième garçon, normalement je devrais être tranquille là. Et si on prend le cas de l'Afrique, le coût de l'adaptation devrait augmenter de dizaines de milliards de dollars
si on a 2 degrés en plus. Et là, on peut se demander quelle solidarité va du coup se mettre en œuvre. Conservation de la restauration. Alors, on a des solutions. On a des solutions, et notamment, le journaliste finit comme ça dans l'article, heureusement, et notamment la possibilité de conserver la restauration des mangroves et des forêts sous-marines de kelp, ce qu'on appelle. Je vous donnerai un site internet qui relate bien ces modes de conservation. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont ce qu'on appelle des puits de carbone bleu avec une très, très grande biodiversité sous-marine qui pourrait accroître notamment le stockage du carbone, on en aurait besoin, hein, et protéger aussi contre les submersions, tout en fournissant, nous dit le journaliste, un habitat à de nombreuses espèces et de la nourriture aux populations côtières. Et voilà comment finit l'article du Monde, daté du 23 juin 2021. Individus, communautés, entreprises, institutions et gouvernements doivent changer. Nous devons redéfinir notre mode de vie et de consommation. Alors, si vous prenez par exemple l'évolution des émissions anthropiques, ce fameux CO2, hein, alors rappelez-vous, je ne vais pas passer trop de temps, mais le CO2 est lié en fait à la combustion des énergies fossiles, hein, charbon, pétrole, gaz, et qui est responsable de l'effet de serre et du réchauffement climatique. Eh bien, on a une augmentation de près de 40% de ce CO2 par rapport au niveau pré-industriel, en gros par rapport au début du 19e siècle. C'est la fameuse courbe de Killing. Vous voyez la courbe là en face de vous. C'est la courbe que vous avez à droite. Alors, la courbe de Killing, elle est assez connue parce que souvent repris pour en gros, parler de l'Anthropocène. C'est un scientifique américain, Killing. Alors, ce qui est intéressant chez Killing, et j'en parle juste 30 secondes, c'est qu'il va, avec ce savant calcul, nous montrer qu'il y a effectivement une augmentation massive de la présence de CO2 dans l'atmosphère et qui cause ce dérèglement climatique. Mais Killing ne fait pas que ça. Il va en plus identifier la source de ce surplus, hein. Elle n'apparaît pas comme ça de manière magique, mais à l'époque, il dit qu'une molécule sur 4 a été émise par les humains. Donc on a également aussi la source. Alors, cet épuisement massif des ressources de la planète, c'est lié à un mode de vie qui repose sur une fable. Une fable qui est celle de croire que nous avons le droit à un développement et une croissance sans limite. C'est encore finalement ce qu'on peut régulièrement entendre à travers, on va dire, les voies du capitalisme. D'ailleurs, un capitalisme qui, de manière presque stratégique et un peu démoniaque, tente de se reconvertir, de se donner en fait une espèce d'apparence verte ou durable, mais on pourrait dire que là, on a en gros les mêmes vicissitudes de cette manière de vivre. Le capitalisme, pour continuer à exister, repose sur un déni de la finitude qu'il va faussement adapter à l'écologie. On va entendre parler de croissance verte, de développement durable, mais ce sont autant de scénarios qui, à mon sens, maintiennent de manière déguisée la même idéologie de croissance et de profit. Alors, je ne reviens pas sur l'histoire du capitalisme, j'en parlerai dans la 3e conférence, mais juste ces quelques mots. Rappelez que, quand même, la grande force du capitalisme, si on peut dire ça comme ça, est de se présenter à nous comme un horizon indépassable, une sorte de théodicée de l'humanité tout entière qui devrait accomplir et entretenir la courbe ascendante d'un soi-disant progrès vidé de sa substance humaniste. Et du coup, depuis la révolution industrielle, le génie mécanique de nos inventions, hein, de toutes les inventions autour de la machine sur lequel va reposer la révolution industrielle, je reviendrai sur cette question, eh bien, il me semble que le génie mécanique, cette puissance mécanique de les faire advenir, que les ingénieurs ont pas à pas monté et édifié, eh bien, elle a très largement simplifié, élargi et agrandi nos vies matérielles, certes, mais il serait difficile d'en dire autant sur nos vies spirituelles, c'est-à-dire à la fois intellectuelles, morales et psychiques. Alors, il ne s'agit pas, bien évidemment, mais là, je n'ai pas le temps de
de le développer. Il ne s'agit pas d'être technophobe, hein, mais d'avoir une vigilance sur la question de la technique. Comme le dit Alain Damasio, le grand littéraire de science-fiction, il faut être technocritique, hein, avoir une veille critique sur la façon dont la technique peut concourir à l'émancipation humaine ou l'émancipation des formes de vie et non pas à leur aliénation. Alors, depuis le siècle des Lumières, c'est-à-dire le siècle des Lumières, c'est la période du XVIIIe siècle, hein, entre en gros 1715 et 1789, la Révolution française, et bien pourtant, les philosophes sont nombreux à interroger ce leitmotiv qui, si c'est vrai, a considérablement amélioré nos modes de vie, il nous a aussi donné le napalm, les pesticides, les déchets radioactifs et le réchauffement climatique. Alors, le capitalisme repose sur une consommation de masse qu'il faut entretenir et ce que le marketing fait très bien. Et parfois, d'ailleurs, à notre propre dépens, on est un peu happé encore dans ces imaginaires. Et c'est ça la difficulté, hein, c'est de pouvoir se constituer indépendamment des injonctions régulières, plus ou moins conscientes, que nous fait de manière assez fourbe le capitalisme marchand. Alors, nos désirs, c'est vrai, pas nos besoins. Hein, vous voyez, nos désirs sont choyés, nos biais cognitifs sont exploités, nos horizons de vie sont tenus dans de nombreux schémas d'accumulation matérielle et, très malheureusement, d'isolement sociaux. La photo que je vous mets là, que vous avez en face, représente un container rempli de déchets produits par les pays européens. Et ces déchets sont envoyés pour traitement en Indonésie, c'est-à-dire très loin de là où on fabrique tout ce matériel, loin des yeux, donc loin des consciences, en quelque sorte. Ce sont d'autres pays, dans des conditions sanitaires précaires. Alors là, pareil, hein, je pourrais vous faire un cours sur ces conditions catastrophiques de mondialisation du traitement du déchet, alors de manière presque même informelle, c'est-à-dire qui dépasse tout entendement de protection de santé publique, etc. Ce sont d'autres pays dans des conditions sanitaires précaires, et encore là je dis précaire, c'est presque un euphémisme, qui traitent nos propres déchets. Donc ça laisse quand même quelque chose un peu à penser. L'idée selon laquelle il existe des endroits jetables dans le monde où on peut sacrifier à moindre coût des vies humaines est une idée raciste, estime Naomi Klein. Cette journaliste que vous connaissez probablement, journaliste canadienne, Naomi Klein, altermondialiste. Jusqu'en 2019, l'Asie était la poubelle de l'Occident. Alors, c'est les États-Unis hein, qui envoient en Asie leurs déchets, le Canada, l'Australie, l'Allemagne, la France hein, et d'autres pays. Et l'économie mondiale actuellement, il faut le comprendre, hein, et c'est le schéma que vous avez aussi en bas, hein, l'économie mondiale repose sur ce qu'on appelle des externalités négatives, notamment les déchets font partie de ces externalités négatives. C'est-à-dire quand je produis quelque chose, derrière, je n'ai aucune maîtrise de gestion sur l'obsolescence matérielle des produits que je produis, ni sur leur recyclage, ni sur la gestion des déchets, etc. Alors, ça a tendance à s'inverser parce que la photo en fait, que vous voyez, c'est un container qui a été ouvert en Asie qui va être renvoyé en France. Il y a la marre de traiter en fait, des déchets en fait, des Occidentaux dans des pays qui ne sont pas organisés non plus par rapport à ça. Et donc, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que l'économie mondiale repose sur des externalités négatives où l'enrichissement des uns, vous l'aurez compris, leur opulence se construit aux dépens de tâches ingrates externalisées vers des populations éloignées géographiquement et fortement précarisées. Le marché mondial des déchets, me semble-t-il, dépasse la pire des fictions dystopiques. Alors, le progrès. Le progrès qu'impose le capitalisme est progrès du capitalisme, nous dit Evelyne Théier, qui a coordonné cette revue, hein, qui est un supplément mensuel du Monde diplomatique qui s'appelle Manière de voir, qui publie régulièrement des thématiques de fond. Et c'est intéressant parce que du coup, la légitimité en fait, du capitalisme passe par une notion extrêmement dévoyée de la notion de progrès. Et dans cette revue, on essaye de réhabiliter
convenablement cette notion pour essayer de l'extirper de la gangue du capitalisme. Alors, cette journaliste nous dit que l'autre, le vrai progrès, hein, celui sur lequel on doit être attaché, n'a de sens que progressiste, c'est-à-dire portant précisément un épanouissement du vivant. C'est ça qu'il faut retenir. Or, que constate-t-on depuis 200 ans? On constate la quête d'une croissance plus forte, la quête de savoir et de technologie toujours plus audacieux, sans limite, qui s'avère destructrice de la planète. Et ce n'est pas le progrès, nous dit la journaliste, qui abîme le vivant, ce n'est pas lui, mais le productivisme, l'injonction, nous dit-elle, à des valeurs libérales destinées à faire du citoyen un client, y compris de ses propres appétits. Fin de citation. Afin de faire coïncider donc du coup à minima le progrès scientifico-technique, encore une fois, je vous rappelle qu'il faut être, comment dire, avoir non pas technophobe mais technocritique, hein, c'est-à-dire une veille critique sur la façon dont le progrès nous amène à quelque chose d'émancipateur. Et donc, il faut, à mon avis, l'enjeu de faire coïncider à minima le progrès scientifico-technique et le progrès social, le progrès, on pourrait dire, du vivant dans son ensemble. Et tout le 19e siècle nous a montré que pour obtenir à minima une espèce de résonance tenable entre progrès scientifique et progrès social, il a fallu faire des luttes acharnées, des luttes sociales régulières que vous connaissez et que je ne vais pas énoncer maintenant. Alors, revenons un instant, si vous le voulez bien, aux racines du mot anthropocène. Ce néologisme, alors c'est-à-dire que anthropocène, c'est un nouveau mot, voilà, d'où l'idée de néologisme. Il est formé de l'affixe d'origine grecque anthropo, hein, qui veut dire être humain, et du suffixe cène, qui veut dire récent, relatif à une époque géologique. Anthropocène, voilà, est un terme qui nous vient de la géologie, et cette géologie qui, rappelez-vous, étudie la composition du globe terrestre, composition chimique, des différentes sédimentations. Vous avez le schéma là à gauche qui est assez drôle, mais assez représentatif. Vous allez voir aussi des temps longs. Et en fait, une des spécificités de la géologie, c'est de travailler sur de très longues périodes, des millions, des milliers d'années. La dernière époque, d'ailleurs, l'Anthropocène remplace l'Holocène, cette époque faisait quand même 11 000 ans. Vous voyez, c'est quand même pas rien, et les autres précédemment faisaient plusieurs millions d'années. Donc voilà, c'est une manière aussi de replacer sur une modestie de la géologie. Alors la géologie, en plus, c'est une écriture humaine, c'est-à-dire qu'il faudrait demander à la Terre si elle est d'accord pour sédimenter en fait ces périodes comme ça. Peut-être qu'il y a quelque chose qui nous a échappé. Rappelez-vous que la géologie est un anthropocentrisme, c'est-à-dire que c'est une écriture profondément humaine. Alors, et quand je dis ça, c'est une écriture scientifique, c'est-à-dire qu'on va chercher des traces de carbone 14, etc., dans les sédimentations, et voilà. Mais la proposition de découper comme ça ces périodes-là par rapport à des révolutions géologiques, c'est souvent ça, par rapport à des choses qui changent radicalement, c'est une manière de se projeter sur le grand récit en fait de la planète. Et c'est un grand récit, c'est ceux qui décident, scientifiques, de faire ce récit. Peut-être qu'il y en a plein d'autres, je veux dire, les anthropologues nous ont montré, il y a plein d'autres récits pour constituer l'histoire de la Terre. J'ai quelques connaissances notamment sur les aborigènes d'Australie, ce n'est pas ce récit-là. On aurait bien tort d'écarter les autres récits produits par les autochtones. Alors, c'est probablement, du coup, lorsqu'on fait ça, lorsqu'on dit que ce néologisme doit exister, c'est probablement, me semble-t-il, une bonne mauvaise idée que d'utiliser ce néologisme. Pourquoi? Mauvaise parce que je l'ai déjà un peu énoncé, car imparfaite et approximative. Bonne, me semble-t-il, car elle va faire converger de nombreux débats et faire sortir les disciplines de leur savoir en silo, ce que je disais tout à l'heure. Elles vont enfin se parler les unes les autres. Et lorsqu'il s'agit quand même de traiter de complexité en fait, du vivant et d'interdépendance, on a tout intérêt quand même à ne pas fonctionner dans des silos, mais bien à essayer de s'interpeller les uns les autres pour comprendre cette complexité en mouvement. Donc, elle favorise, me semble-t-il, et c'est peut-être là le seul endroit où je peux le défendre, mais ce n'est pas un endroit quand même, comment dire, superficiel. Elle favorise sous un grand chapeau une pensée systémique qui rend visibles les interdépendances dans les perturbations pour pouvoir les comprendre. Donc, l'Anthropocène, ça va être cette nouvelle période géologique
qui remplace l'Holocène de 11 000 ans. Alors, c'est important parce que l'Holocène, en gros, c'est la vie humaine telle qu'on la connaît maintenant. C'est ce qu'on appelle la période du néolithique, hein, qui correspond au néolithique. Et le néolithique, c'est quoi? Eh bien, c'est finalement, peut-être, il y a enquêté sur le néolithique parce que c'est le moment de la sédentarisation humaine, c'est le moment de l'invention de l'agriculture et de l'élevage. Et donc, on aurait basculé, voilà, hein, dans l'Anthropocène, parce que l'activité humaine actuelle, avec l'industrie, et c'est devenu la contrainte géologique dominante, la plus importante, devant toutes les autres forces géologiques naturelles qui avaient prévalu jusque-là. Alors, c'est intéressant parce que je dis, en fait, on parle beaucoup d'Anthropocène, mais on n'y est pas. En fait, on y est très, très probablement on y est et à la fois on n'y est pas. C'est-à-dire que l'ICS, la Commission internationale de stratigraphie, qui sont une commission d'experts, encore une fois, il y en a beaucoup, de géologues, c'est eux qui vont statuer, est-ce qu'on y est ou pas? Alors, la question d'ailleurs, elle n'est pas tant de savoir si on y est, mais elle est plutôt de la dater. Et vous allez voir, ce débat, il est aussi fondamental. Donc l'ICS, en fait, elle va se réunir au mois d'août en Inde, à New Delhi, et on va repasser, en gros, en commission, tous les raisons objectives de basculer de l'Holocène à l'Anthropocène, mais officiellement, nous sommes encore dans l'ère géologique de l'Holocène. Alors, ça peut vous paraître, et on pourra revenir dessus, un débat qui vous semble un peu éloigné, mais je vous promets que politiquement et philosophiquement et anthropologiquement, il est important. Alors, d'ailleurs, quand je vous parle de forces géologiques, je ne vais pas les détailler, d'abord parce que je ne suis pas non plus, on va dire, calé pour précisément, en fait, je parle de forces géologiques, mais juste retenez quelque chose, c'est que ces forces géologiques qui sont très bien expliquées dans un ouvrage que vous voyez à l'écran, qui est l'ouvrage d'ailleurs, un ouvrage qui a influencé de nombreux anthropologues, philosophes, qui est l'ouvrage de Lovelock, un scientifique, dans un ouvrage qui est intitulé « La Terre est un être vivant, l'hypothèse Gaïa », il va influencer notamment Bruno Latour, eh bien, Lovelock nous dit, il y a quelques dizaines d'années, que la Terre n'est pas un simple caillou inerte, elle est vivante, elle est complexe, elle est turbulente et elle est changeante. Sauf que, en fait, tout ça, on ne le voit pas enfin, il est difficile de le percevoir dans un registre de vie humaine. Alors on peut, c'est-à-dire la tectonique des plaques, le tremblement de terre, un volcan qui rentre en éruption, sont des infrasignes en fait de ces mouvements globaux que la Terre en fait voilà, anime en quelque sorte, mais en général les transformations climatiques, parce que là aussi c'est pas un débat sur lequel je vais revenir aujourd'hui, mais ce qui se passe actuellement, on a eu des cycles de transformation radicale, sauf que ces cycles de transformation radicale de la biochimie, du climat, en fait, ils étaient uniquement liés par rapport aux forces naturelles déployées dans cette complexité du vivant, qui est un peu énoncée par John Lovelock. Donc, juste une petite citation de Lovelock, quand même, qui est un personnage, me semble-t-il, important, que vous pourriez avoir peut-être en poche cet été, lors d'un entretien avec le magazine Science et Vie en 2007, ça date un tout petit peu. Voici comment il exposait les origines de son raisonnement en 2 lignes. J'ai pris juste 2 lignes. L'entretien, d'ailleurs, est intéressant et est très accessible. On mettra aussi là encore une fois les références. Il dit « J'ai réalisé que la Terre », il fait des études, en fait, il compare en fait, la biochimie de Mars et de la Terre, et à un moment donné, il dit « J'ai réalisé, en comparant les systèmes biochimiques Terre et Mars, j'ai réalisé que la Terre contient d'importantes quantités d'oxygène et de méthane, et un mélange, il dit, c'est paradoxal parce que oxygène et méthane, que contient beaucoup la Terre, eh bien, il faut savoir que lorsque vous êtes chimiste, c'est un mélange profondément instable, et cette instabilité, elle n'aurait pu se maintenir pendant des centaines de millions d'années sans un système de régulation. Et là où il est scientifiquement très fort, philosophiquement, il dit une phrase, il dit « Et là, il m'est apparu que ce système, c'est la vie. » Voilà. Et donc, bon, voilà, c'est quand même aussi extrêmement intéressant ce basculement dans les élèves. Alors voilà, ce que vous avez en face de vous, vous avez cette révolution
c'est pas grand-chose, c'est une révolution fulgurante. C'est Jacques Greenwald qui dit, dans Nature, en 2002, voilà le fameux article de Paul Crutzen, qui publie en fait un article très court, vous voyez, une page dans la revue très prestigieuse, et l'idée c'est de vous en parler très succinctement. Donc, cette notion d'anthropocène, elle repose sur un géochimiste, Paul Crutzen. Alors, géochimiste, pas n'importe lequel, il a eu le prix Nobel de chimie. Alors ça, en termes de stratégie, de visibilité, etc., on pourrait faire une sociologie aussi comment dire, des concepts qui apparaissent et qui sont soutenus dans le champ scientifique, mais je ne vais pas le faire, mais c'est quand même intéressant. Ce sont des épreuves un peu humaines de vérité qui sont agencées par des dispositifs de savoir, de réglementation et normatif dans un sens mondial, quoi, et sur lequel on pourrait un peu revenir, une ethnographie en quelque sorte des scientifiques, de leur laboratoire. Je ne le fais pas ici, hein, mais voilà, il est prix Nobel de chimie, ce qui assoit en quelque sorte aussi sa fortune au sens simplement de considération intellectuelle. Hein, un second, mais à l'époque, il y a quand même un second personnage, qui est le biologiste et géologue américain Eugene Stormer, qui est également rattaché à la paternité de ce terme. La notion a donc apparaît dans une revue scientifique en 2002, et elle fait figure d'autorité dans le champ scientifique à l'échelle internationale. L'article, vous le voyez devant vous, il est en anglais, hein, il est alors d'une étonnante brièveté, une page, ce qui en fait pour certains un coup de génie, ce que nous dira en fait Jacques Greenwald que j'avais cité tout à l'heure. Geology of Mankind, c'est le titre de cet article révolutionnaire. En fait, tout part de là, en quelque sorte. Hein. Ma présence, en quelque sorte, aujourd'hui, ça part de certains faits. Si on veut faire un peu la généalogie, alors ça part de plus loin, je vous expliquerai, mais quand même, ça part de cet article. Et alors, moi, ce que je peux dire quand même, c'est même si je n'ai pas eu, en fait, dans mes recherches de crédit qui vérifie en fait ce que je vais dire, mais il me semble quand même que lorsque les géologues en fait, parlent de la notion d'anthropocène, ce sont des géologues et des chimistes, et ils ont en tête que des idées de géochimistes et de géologues, et pas forcément, n'ont pas en tête toutes les répercussions qu'il peut y avoir au niveau philosophique et anthropologique de cette notion. Et donc, à mon avis, ne sont pas à même complètement de cerner toutes les controverses que la notion va charrier. Alors, je vous donne un extrait. Là, j'ai traduit juste un tout petit extrait de l'article que vous avez devant vous. Cet article, d'ailleurs, pareil, à Anastasia, on pourra le mettre en ligne aussi sur le site Internet. Alors, voici donc un petit extrait, je cite. Voici ce que nous dit Paul Crutzen dans cet article Nature en 2002. Au cours des 3 derniers siècles, nous dit le scientifique, les effets de l'homme sur l'environnement mondial se sont intensifiés. En raison de ces émissions anthropiques, c'est-à-dire des émissions liées à l'homme, hein, de dioxyde de carbone, le climat mondial peut s'écarter considérablement du comportement naturel pendant de nombreux millénaires à venir. Un comportement naturel, je rajoute, voilà, qui a eu lieu régulièrement depuis 4 milliards d'années et qui n'a pas posé fondamentalement de problème, si un peu aux dinosaures, sûrement à quelques formes de biodiversité qui ont dû se recomposer, mais là, il en pose une forme très cruelle à l'humain. Alors, je continue. Il semble approprié d'attribuer le terme anthropocène à l'époque géologique actuelle, à bien des égards dominée par l'homme, complétant, nous dit-il, l'Holocène, hein, donc à la suite de cette période, 11 000 ans, la période chaude des 10 à 12 derniers millénaires. Ça, c'est la période de l'Holocène. Donc, il dit, il faut passer maintenant, elle n'est plus assez représentative, il faut passer à la notion d'anthropocène. On pourrait dire, nous dit-il, que l'anthropocène a commencé à la fin du XVIIIe siècle. Voilà, première proposition, hein, qui va être, vous allez voir, critiquée, lorsque les analyses de l'air emprisonné dans la glace polaire, là c'est le scientifique qui parle, hein, ont montré le début d'une augmentation des concentrations mondiales de dioxyde de carbone et de méthane. Cette date, nous dit-il, coïncide également avec la conception de la machine à vapeur de James Watt en 1784. Fin de citation. Alors, ça c'est ma façon aussi à moi de me dire, mais fondamentalement, et de faire une critique de l'anthropocène qui nous ferait croire qu'en gros, la conscience écologique, on l'a que depuis 20 ans.
Alors, si on regarde dans la littérature française, mais là, ce qui serait bien d'ailleurs, Anastasia, de faire avec vous, c'est de voir aussi avec les intellectuels ukrainiens comment en fait ces questions aussi ont émergé hein, dans la littérature ukrainienne et toutes les influences russes, etc. Là, bon, voilà, Paul Valéry, c'est quelqu'un que voilà, que j'affectionne particulièrement. Et donc, du coup, il me semble qu'on pourrait mettre en miroir la revue scientifique Nature, l'article de Paul Crutzen, et mettre en correspondance avec un autre texte écrit par Paul Valéry, mais 70 ans avant Paul Crutzen, et intitulé Regard sur le monde actuel, dont on peut souligner, me semble-t-il, la clairvoyance. Voici un extrait. Je cite Paul Valéry. Toute la terre habitable, donc on est au début du XXe siècle, hein, un texte qu'on pourrait reprendre à l'identique sans rien changer pour parler du constat actuel. Toute la terre habitable, nous dit Paul Valéry, a été de nos jours reconnue, relevée, partagée entre des nations. L'ère des terrains vagues, des territoires libres, des lieux qui ne sont à personne, donc l'ère de libre expansion est close. Terminé. Plus de rocs qui ne portent un drapeau, plus de vide sur la carte, plus de régions hors des douanes et hors des lois, nous dit-il. Plus une tribu dont les affaires n'engendrent quelques dossiers et ne dépendent par les maléfices de l'écriture de divers humanistes lointains dans leurs bureaux. Le temps du monde fini commence. Le temps du monde fini commence. Ça, c'est une phrase importante. Le recensement général des ressources, la statistique de la main-d'œuvre, le développement des organes de relation se poursuit. Quoi de plus remarquable, nous dit Paul Valéry, et de plus important que cet inventaire, cette contribution et cet enchaînement des parties du globe. Leurs effets sont déjà immenses. Une solidarité toute nouvelle, excessive et instantanée entre les régions et les événements est la conséquence déjà très sensible de ce grand fait. Nous devons désormais rapporter tous les phénomènes politiques à cette condition universelle récente. Chacun d'eux représente une obéissance ou une résistance aux effets de ce bornage définitif, nous dit-il, et de cette dépendance de plus en plus étroite des agissements humains. Les habitudes, enfin, nous dit-il, les ambitions, les affections contractées au cours de l'histoire antérieure ne cessent point d'exister, mais insensiblement transportées dans un milieu de structures très différentes, elles y perdent leur sens et deviennent cause d'efforts infructueux et d'erreurs. Fin de citation. Alors, je ne reviens pas aussi là-dessus. Alors, on passe à la partie 2. Il faut que je regarde aussi l'heure de la partie 2. Alors, on verra si effectivement, on va voir si on va jusqu'au bout. Peut-être que la dernière partie ripostée, Anastasia, on verra peut-être qu'on va la reporter peut-être demain ou après-demain. On va voir. Bon, tu me diras, d'accord, hein, tu me diras si on est trop long. Alors, dans la partie 2, l'idée, c'est de comprendre les controverses et l'histoire de l'énergie fossile. Alors, vous avez donc on a une vision, c'est vrai, dans l'Anthropocène, je vous l'ai dit, une vision indifférenciée de l'humain, hein, de l'anthropos, et d'une confusion sur l'idée d'une commune responsabilité. C'est ça le problème. Une perspective trop anthropocentrée, c'est-à-dire trop centrée sur l'homme lui-même, souvent d'ailleurs dénoncée par les scientifiques du côté des sciences de la nature, hein, c'est vrai que la Terre doit bien rigoler quand on lui affuble une étiquette humaine, hein, si on lui donnait la parole. Donc une perspective trop anthropocentrée de la terminologie, une perspective un peu quand même mystificatrice, c'est-à-dire qu'on est en train de réélaborer un mythe, mais en n'englobant pas toutes les personnes dans ce mythe-là. Et celui-là, pour le coup, il est dénoncé par les sociologues et les philosophes. C'est un peu l'invention, la réinvention d'un grand récit humain, mais construit par les Occidentaux à partir du monde occidental comme un récit universel dans lequel il faudrait adhérer, l'ensemble de nos images. Et puis aussi, Catherine Larère nous dit, c'est aussi une perspective ambiguë parce que l'Anthropocène, c'est à la fois le triomphe, comme la disparition de l'humanité, c'est pas une moindre mesure, une sorte, je pourrais dire, de célébration un peu mortifère. Donc l'Anthropocène, c'est aussi, pour me faire l'avocat du diable et venir au secours un peu de la notion, le moment où une prise de conscience permanente et omniprésente de la destruction est très régulièrement mise en avant
par de nombreux scientifiques et par de nombreux maintenant écrits que vous pouvez croiser dans différents champs médiatiques. Alors, ce qui a fait tousser très vite les anthropologues, c'est cette perspective d'humaine condition, qui aurait les mêmes torts et donc les mêmes devoirs d'engagement vis-à-vis de la réparation du monde. Alors, on pourrait dire que ça commence mal, si on le perçoit un peu comme ça. Et en quelque sorte, on est en train de dévitaliser immédiatement, en disant ça, le sens politique de la notion. Et ça n'augure pas forcément des meilleures dispositions pour obtenir un consensus à l'échelle mondiale, hein, et notamment après de nos agissements qui dépendent bien évidemment aussi de la force des récits qui ne nous sont pas imposés, mais dans lesquels on peut s'émanciper. Alors, si l'engagement, c'est vrai, de l'écologie, on voit bien, il doit être universel, il doit être partagé, on peut facilement imaginer que l'obligation de réduction des émissions de CO2, notamment pour les autochtones de la forêt amazonienne au Brésil, voilà, je prends juste un tout petit exemple, eh bien, ne parlera pas de la même façon qu'à des Australiens propriétaires terriens de milliers d'hectares et surfant sur les techniques les plus sophistiquées de l'agro-industrie. Alors, pardonnez-moi, je suis un peu caricatural en faisant cette comparaison, mais c'est juste pour vous montrer que c'est évident que les responsabilités sont doivent être extrêmement nuancées dans l'histoire humaine et l'histoire actuelle. Alors, justement, différencions cette humaine condition vis-à-vis de ces histoires, de ces activités et de ces impacts sur ces environnements. Et un récent rapport de l'ONU, encore lui, l'Organisation nationale des Nations Unies, pour l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, soulignait la bonne tenue foncière des peuples autochtones, qualifiés de meilleurs gardiens de la forêt. Vous voyez, donc c'est une manière de requalifier en fait aussi des compétences et des agissements qui se jouent peut-être en dehors des schémas présupposés que laisserait entrevoir la notion d'anthropocène. La dette carbone, par exemple, depuis la révolution industrielle, alors qu'est-ce que ça veut dire la dette carbone? C'est qu'on prend les émissions cumulées en fait, de CO2, en gros depuis la révolution industrielle. Eh bien, la dette carbone depuis la révolution industrielle place par exemple en peloton de tête l'Angleterre, puisque c'est elle qui rentre dès le départ dans la révolution industrielle. C'est le premier pays à entrer dans la révolution industrielle et ce n'est pas un pays d'Amérique latine. Donc vous voyez, réunir 195 pays pour décider en fait comment vont s'opérer les politiques à l'échelle internationale, c'est loin d'être simple, et notamment sur des considérations d'équité vis-à-vis des efforts qu'on doit faire pour diminuer nos registres de CO2. L'hypothèse humaine donc sur l'anthropocène, prise comme un ensemble homogène, n'est donc pas cohérente, elle n'est pas bonne. Elle peut se comprendre d'un point de vue purement géologique, vous voyez, mais pas d'un point de vue humain, pas d'un point de vue anthropologique et politique. Alors, la première controverse qu'on peut avoir sur l'anthropocène, c'est finalement, ben, ça commence quand? Quand est-ce qu'on fait commencer des agissements humains suffisamment conséquents pour que ça modifie de manière substantielle les composés chimiques et que ça crée un dérèglement climatique? C'est ça. Alors, ce n'est pas qu'une histoire géologique, vous allez voir, c'est aussi une histoire politique fondamentale de donner la bonne date du commencement de l'Anthropocène. Alors, je vais rapidement vous brosser, mais c'est important, c'est une notion importante. Donc, le débat sur l'Anthropocène est souvent dépassé par ces manifestations et désordres climatiques qui s'enchaînent à un rythme médiatique un peu effréné. L'éveil brutal d'une conscience écologique qu'elle laisse supposer est pourtant simpliste, nous le verrons dans notre seconde intervention sur l'histoire environnementale dès demain, et que la précédente lecture de Paul Véry nous a un peu donné la preuve que la conscience écologique, on l'a depuis un certain temps. Du point de vue pour les scientifiques, c'est ce que la photo un peu montre que vous avez là devant, au XVIe siècle, Francis Bacon et René Descartes, scientifiques et philosophes pour l'un et physiciens, mathématiciens pour l'autre, eh bien, pour eux, la nature est à accommoder aux ambitions humaines. Mais pour le naturaliste géographe Alexander Humboldt, à cheval entre le XVIIIe et le XIXe siècle, la Terre, elle, et à la différence de nos deux protagonistes d'avant, elle est un grand organisme vivant. Et là, en cela, Humboldt anticipe l'hypothèse Gaïa de James Lovelock, que d'ailleurs Lovelock reprendra en fait les hypothèses de Humboldt. Et les hommes, pour
pour Humboldt, le naturaliste et géographe Humboldt, les hommes sont partie prenante de ce grand organisme vivant. L'histoire naturelle de l'homme est inséparable de l'histoire humaine de la nature. D'ailleurs, pour l'historien Antoine Lity, l'époque des Lumières, le XVIIIe siècle, s'interroge sur les ambivalences de la modernité. Dès le XVIIIe siècle, en même temps que de conquérir les territoires de manière guerrière, impérialiste et coloniale, eh bien, on va générer en fait du doute, en quelque sorte, hein, parce que, heureusement, c'est quand même humain. Et il dit que, en fait, l'époque des Lumières, celle associée au XVIIIe siècle, eh bien, on va s'interroger sur les ambivalences de la modernité et du progrès, à la différence du culte béat du XIXe siècle. Alors, il se trouve qu'Antoine Lity, c'est un spécialiste du XVIIIe siècle, mais il dit que la machine, en gros, du XIXe siècle s'emballe tellement vite qu'on a des ressources davantage de clairvoyance sur les échecs potentiels de la manière d'arraisonner en fait la Terre hein, par nos économies marchandes, et on les a peut-être, on a moins de clairvoyance au XIXe siècle. C'est un peu ce qu'il est en train de nous dire. Alors, ça commence quand? Donc, pour les géologues, pour faire débuter en fait l'Anthropocène, il faut trouver des traces dans le sol. On va creuser, on va faire des carottages, vous connaissez peut-être un peu le principe, mais pour modifier une époque, on ne la fait pas comme ça du jour au lendemain, on dit, allez, l'époque, on va la modifier. Il faut trouver des traces dans le sol, des modifications, des disparitions ou des apparitions de type relief, des espaces, des niveaux de mer, etc. Donc, voilà, ça prend un peu de temps et de débat. Et puis ensuite, il faut découper des temps géologiques et il faut vraiment qu'on trouve des marqueurs tangibles dans le sol pour, à un moment donné, être suffisamment pertinent en disant oui, oui, il y a bien quand même une transformation biochimique des sols, des températures, et donc on passe à une autre histoire en quelque sorte, hein, une autre histoire du vivant, et donc voilà, c'est comme ça que se cumulent, vous savez, cette fameuse chronologie que j'avais mis tout à l'heure, les différentes sédimentations du sol. Alors pour faire ces recherches, ben, il suffit d'aller dans le pôle Nord ou au pôle Sud, hein, Arctique ou Antarctique, ou de creuser des calottes glaciaires et d'aller chercher les sédiments tout à fond. Parce que le principe en fait, du vivant, hein, c'est d'accumuler en fait, des couches au fur et à mesure. Donc, vous voyez bien que le débat de l'Anthropocène, c'est à la fois une question scientifique, c'est une question politique, parce que, pourquoi politique? Ben, elle sert quand même à déterminer les responsabilités. C'est-à-dire que ce n'est pas la condition humaine prise dans sa forme universelle, et donc c'est une petite partie en fait, de la population. À partir de quand? Mais est-ce que c'est on va dire les qualités intrinsèques de l'homme depuis qu'il est homme, depuis qu'il a inventé le feu, et qui va en fait s'en servir comme une mesure prométhéenne vis-à-vis de la nature, c'est-à-dire que ça va lui permettre de dompter énormément de choses, ou est-ce que c'est quelque chose de plus récent? Alors c'est une question politique, c'est une question philosophique et anthropologique, parce que ça interroge directement la question du genre humain, hein, notamment la séparation entre nature et culture, mais ça interroge aussi l'anthropisation totale des moindres recoins du monde ou l'hyperconcentration des pouvoirs et des richesses, notamment. Alors là, je mettrai aussi une référence à Anastasia, je pense à l'article de Frédéric Lordon, le capitalisme ne rendra pas les clés gentiment, qui nous éclaire sur la critique du capitalisme. Alors on peut moi, je suis d'accord à ouvrir d'autres spectres que celui de Frédéric Lordon sur la critique du capitalisme, notamment sur des historiens spécialistes de ces questions. Mais je vais passer en revue il y a 5 hypothèses de datation. Alors, vous en connaissez peut-être 3, hein, mais il y en a exactement 5. La première hypothèse, et je la passe très vite, ça serait l'hypothèse de débuter en fait l'Anthropocène au début du Néolithique. Vous voyez, il y a très très loin. Pourquoi? Parce que ça correspond à la généralisation de l'agriculture, à la domestication progressive de la vie, de la conversion des sols, de l'irrigation des rizières et du début de l'esclavage. Et là, on pourrait parler d'un Anthropocène précoce. Alors, je ne m'attarde pas, j'avais des éléments là sur lesquels j'aurais pu discuter un peu avec vous, mais je trouve que cette notion n'est pas inintéressante en termes de vigilance pour trouver, vous savez, en fait, souvent, dans la recherche, on cherche vraiment le début du début du début, en quelque sorte. Mais ça voudrait dire que, en gros, la destinée en fait humaine, à partir du moment où on s'établit en gros le vivant et on s'établit sur Terre, on a l'impression qu'on aurait quelque part une trajectoire
comment on pourrait dire ça, une trajectoire qui nous emmènerait en quelque sorte, c'est pas ce que je dis, hein, mais qui nous emmènerait vers ce défi qui se présente à nous actuellement. Alors, il faut faire attention à ne pas recomposer l'histoire avec les éléments qu'on a bien évidemment actuellement, hein, et de ne pas faire d'anachronisme. La deuxième hypothèse, c'est cette diapositive. Alors, pareil, je vais pas, pour ne pas passer trop de temps, je vais pas vous la, je vais pas je pourrais prendre un peu de temps pour la développer, mais en gros, retenez que c'est 1492, la deuxième hypothèse, et quand même qui n'est pas une mince hypothèse, hein, c'est le premier échange mondial qu'on appelle le Columbian Exchange. Pourquoi? Parce qu'on l'appelle l'échange colombien. Pourquoi? Parce que ça part en fait d'un travail d'un historien américain qui s'appelle Alfred Crosby et qui dit que finalement, là, on a une prédation massive des trajectoires de domination de l'Europe vis-à-vis du reste du monde et des échanges, alors certes, d'animaux, c'est là qu'on va échanger des animaux, des plantes, mais aussi des maladies. Vous voyez, et donc, il y a une espèce de bain d'échange comme ça, de micro-organismes, comme il n'y a jamais eu précédemment. Et donc, c'est une hypothèse intéressante de faire démarrer l'Anthropocène à ce moment-là. Voilà, je pourrais mettre des informations complémentaires. Désolé, je passe un peu vite, mais voilà, une des acceptations, mais je ne trouve pas suffisamment satisfaisante, mais là aujourd'hui je n'aurai pas le temps de la discuter, c'est la notion de la révolution industrielle. C'est une peut-être qui est peut-être la plus consensuelle en quelque sorte, à juste raison. Hein. Pourquoi? La révolution industrielle, c'est l'invention de la machine à vapeur de James Watt qui permet en gros de mécaniser un certain nombre de tâches et d'accélérer tous les processus de production, de consommation, de produire plus et plus vite, ce qui nous entraîne actuellement à la condition d'urgence climatique que l'on éprouve très, très durement actuellement. Ouais. Donc ça, c'est l'hypothèse de la révolution industrielle. Tout s'accélère, des modes de production, des déplacements, des modes de consommation. Les empires sont en train de finir de se stabiliser et commencent d'ailleurs à être contestés, le colonialisme, etc. etc. Mais pour quand même, juste cette petite phrase, en reprenant le professeur d'écologie suédois qui s'appelle Alf Hornborg, il dit que l'enjeu majeur de faire de l'Anthropocène un capitalocène, c'est de faire apparaître la façon dont les flux de ressources asymétriques à l'échelle mondiale constituent des échanges écologiques inégaux et injustes. Vous voyez, ce n'est pas juste une empreinte géologique, c'est quand même une manière de considérer en fait les histoires humaines et de retrouver des formes d'équité et des formes de visibilité qui prennent sens pour cette histoire avec les différenciations notoires qu'il y a à avoir. La quatrième hypothèse, c'est ce qu'on appelle la grande accélération. Vous connaissez très probablement l'ensemble de ces schémas que je vous présente, qui circulent sur Internet. C'est des courbes ascendantes, hein, exponentielles, qui à un moment donné, c'est-à-dire à la Révolution française, s'emballent toutes. Hein, population, PIB, investissement, consommation d'engrais, grands barrages, pesticides, consommation d'eau, production de papier, transport, télécommunications, tout s'emballe en fait, et du coup, l'Anthropocène pourrait débuter dans ce grand emballement, c'est-à-dire en gros l'après-guerre, hein, en 1945. Alors, quels sont les composants qui pourraient nous permettre de dire que l'Anthropocène débute là? Eh bien, c'est la croissance exponentielle de la démographie, c'est l'accélération des flux de matière et d'énergie, extraire, produire, acheminer le pétrole, le gaz, le charbon, etc. Alors là, je vous renverrai aussi peut-être à l'excellente conférence qu'on a eu le droit de l'historien des sciences d'Arnaud Aurin sur le néo-mercantilisme. Et c'est aussi un modèle de vie, bien évidemment, l'accélération, la grande accélération, c'est un modèle de vie lié à la consommation de masse et à la croyance illimitée des ressources. Donc, vous voyez bien, quand je dis ça, il y a un problème aussi de représentation des récits, puisqu'on parle, bien évidemment, d'un point de vue occidental, vous l'avez bien compris. Et donc, la cinquième hypothèse, qui me paraît en fait une hypothèse assez crédible finalement, mais assez récente, c'est eh bien, 1964. C'est ce sont les essais massifs des bombes, des essais nucléaires dans le monde entre 1945 à 1988. Et avec, je crois, en 1962, il n'y a jamais eu autant, du point de vue des États-Unis, de l'Union soviétique, de la Grande-Bretagne, de la France, de la République populaire de Chine, de l'Inde et du Pakistan,
il n'y a jamais eu autant dans le monde d'essais nucléaires sur les différents endroits du monde, au détriment d'ailleurs d'une partie de la population. Nous, on a un gros problème dans l'histoire avec les atolls du Pacifique, notamment sur ces essais. Donc ça correspond, en termes géologiques, ce n'est pas inintéressant, ça correspond à la concentration maximum de radionucléides. Et alors là, je pense à vous aussi, notamment en Ukraine, puisque je pense bien évidemment à Tchernobyl et les effets en fait désastreux que ça a pu avoir sur les gens et la nature, et les polluants chimiques qui persistent bien évidemment dans l'atmosphère. Et puis, voilà. Donc voilà, on a nos 5 hypothèses. Alors, je vais passer parce que je vois Anastasia. Dis-moi comment on fait là. On Moi, est je pense rendu. puisque là, ça fait déjà 1h30. Je pense qu'on Ouais. va essayer de clôturer si c'est possible et qu'on continue demain matin. Oui, Si tu es d'accord. oui, je suis complètement en fait d'accord pour ça. Je devrais d'ailleurs, en fait, m'habituer un peu à. C'est vrai qu'il y a toujours en fait cet enthousiasme de dire beaucoup de choses en très peu de temps, ce qui ne marche bien évidemment un peu jamais. Et puis, sans compter les digressions qu'on peut faire vis-à-vis de ça. Donc, on reprendra quelques éléments peut-être rapidement demain avant de commencer la dernière conférence. Mais peut-être que peut proposer une sorte de conclusion, en quelque sorte, avec la dernière partie en 5 minutes. Est-ce que ça va, Anastasia, si on fait ça? C'est parfait. Bon, voilà. Alors, c'est reprendre en quelque sorte la dernière partie de cette intervention. Je reviendrai du coup sur l'histoire de l'énergie parce qu'elle est aussi quand même assez fondamentale. Mais vous voyez bien que derrière l'ensemble de ces considérations, l'ensemble de ces constructions en fait historiques, des choix qui ont été faits, eh bien, il y a bien évidemment la nécessité, et on ne nous attend pas, je veux dire, en quelque sorte, il y a de la société civile, on voit poindre à plein d'endroits différents des modes de réflexion, tout azimut, des formes de contre-expertise qui existent dans le débat public déjà depuis une trentaine d'années, et donc des formes vivifiantes en quelque sorte pour essayer de transformer un peu ce qui nous arrive. Alors la problématique sur laquelle on se retrouve, mais je peux dire que des généralités en très peu de temps, mais c'est d'imaginer que les formes de résistance, en quelque sorte, sont encore à la marge finalement des concentrations des pouvoirs financiers, qui parfois supplantent le pouvoir politique. Ça, c'est des considérations sur lesquelles on peut rediscuter, mais malheureusement, dans mes études, je le vois constamment. C'est un peu l'introduction que j'avais fait à Anastasia hier en montrant que les opérateurs privés en fait, sont en train de préempter en fait, l'espace public des grandes métropoles, et ça a quand même un coût en termes de représentation de la démocratie de l'espace public. Donc voilà, c'est donc comment on réinvestit la question politique comme une forme d'organisation transversale entre le pouvoir politique et puis des formes de représentation à différents étages, unité de quartier, expertise d'usage, et dont vous êtes l'incarnation en quelque sorte, Anastasia, avec vos initiatives. C'est comment on arrive à légiférer aussi en quelque sorte, non, pas simplement un happening provisoire, tu vois, et qui réenchanterait en fait l'espace public, mais être des vraies forces d'assises, de pouvoir et de reconsidération, de sédimenter de nouveau des expertises, des savoirs d'usage qui permettraient de reprogrammer des politiques publiques plus à même de correspondre avec les enjeux que l'on perçoit, avec une volonté, bien évidemment, d'intervenir aussi, de voir comment on dialogue avec l'ensemble des scientifiques. Donc, voilà, je m'arrête là. Peut-être que, voilà, pour laisser la place à éventuellement quelques questions, alors en disant que, voilà, je ne suis absolument pas expert fondamentalement sur ces questions, je m'y intéresse du point de vue de l'anthropologie, c'est-à-dire des milieux, des géographies que ça met en scène et des territoires. Et donc, voilà, je suis très heureux de pouvoir, en tout cas, vous partager tout cela.
Les PowerPoint, on pourra les mettre aussi sur le site internet pour que vous puissiez vous retrouver en fait les ressources. Et voilà, je me rends disponible à vous si vous voulez intervenir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, je vous invite voilà, à remettre votre micro ou soit les poser dans le chat. N'hésitez pas, on a encore 110 minutes pour en discuter. Alors, le temps, c'est un peu comme à la radio, Anastasia. Le temps qu'arrivent les questions, je sais que ce n'est pas toujours facile de pouvoir lancer, en fait. Je vais poser alors la mienne. Voilà, je l'ai depuis quelque temps. On a beaucoup parlé de la France aujourd'hui, de l'Europe, mais dans un pays tel que l'Ukraine, où en fait ce terme, l'anthropocène, est tout à fait nouveau. Moi, je le vois apparaître petit à petit dans les médias depuis à peu près 1 an et demi. Donc, on dirait que c'est vraiment très, très récent, alors qu'en France, c'est vrai qu'on en parle depuis il y a déjà un certain temps. Donc, déjà, comment l'expliquer à ceux et celles tu vois, qui sont assez éloignés de ces questions-là, des questions de l'urgence climatique, mais aussi de comment réveiller cette sorte de vigilance face voilà, aux urgences climatiques. Je parle notamment justement des habitants, des habitantes des villes ukrainiennes. Donc, y a-t-il des moyens, puisque le contexte est vraiment différent de celui qu'on a en France? Est-ce que tu as des idées là-dessus? Oui, alors d'abord, c'est une bonne question. Et puis surtout, ça nous montre que, encore une fois, ce que l'on perçoit ici de chez nous comme quelque chose qui qui circule dans l'espace public. Mais encore une fois, je pense, Anastasia, c'est que il faut faire attention au fait que nous, on s'y intéresse depuis 2 ans, et donc on a toujours l'impression un peu que c'est connu un peu de tout le monde, mais c'est pas simple. On le voit d'ailleurs de la part de nos étudiants, c'est pas un concept facilement assimilable. Donc, il faudrait être attentif pour savoir exactement ce qu'il ressort de cette question-là dans le champ public en France. Mais on voit bien, en fait, dans la littérature scientifique, on voit bien que, notamment, des traductions sont tardives. On voit bien que depuis, on va dire, depuis le XXe siècle, dans la littérature, comme dans les projets scientifiques, les traductions parfois peuvent attendre 30 ou 40 ans avant d'être traduites dans un pays. Ça veut dire qu'en gros, une pensée d'un pays, en fait, elle émergera que très, très tardivement dans ses subtilités, hein, parce qu'on peut avoir des porteurs, des passeurs, mais tant qu'il n'y a pas une traduction intelligible dans le pays, c'est difficile, parce que si vous ne parlez pas la langue, vous avez du mal à vous l'approprier. Et c'est un peu le cas aujourd'hui d'ailleurs, c'est-à-dire que peut-être en parlant un peu rapidement dans toutes ces subtilités, je sais bien que de votre côté, la maîtrise du français n'est pas toujours évidente, et du coup, ça crée en fait un mur de compréhension, mais je te fais confiance pour être une bonne traductrice de ces subtilités, et du coup faire germer en fait la possibilité de réfléchir à cette question-là. Donc comment je l'explique? Ben voilà, c'est juste qu'en fait les savoirs en fait scientifiques eh bien subissent des contraintes culturelles, d'organisation des champs scientifiques, et du coup ne circulent pas ou circulent en fait différemment. Alors, il faudrait peut-être distinguer ce qui est du champ académique, c'est-à-dire ouvrage, des blogs, parce que là, il y a une tenue vivifiante. Moi, je m'en étais aperçu lorsque je m'étais interrogé entre les rapports entre littérature et écologie, qu'il y avait comment dire, une vivacité en fait de création de récits aussi à travers des blogs. Vous voyez, tu vois, donc c'est-à-dire à travers des choses qui ont moins de forme académique, qu'il faut aller chercher quand tu enquêtes, ils ne sont pas visibles en fait. Donc il faut aller chercher les liens, des liens, des liens, et pourtant ça circule. Donc voilà, il faut aller montrer que la visibilité qu'on n'a pas beaucoup, pour autant, elle se peut que quand même elle existe. Et puis l'autre point quand même qui est important, c'est qu'on peut agir sur des questions d'écologie sans avoir la notion d'anthropocène. C'est important, et c'est ce que je m'évertue de dire, hein, c'est qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas attendu en fait l'avènement de cette notion un peu, tu vois bien, je l'ai posée aujourd'hui, un peu ambiguë, qui est celle de nous rassembler dans un grand récit, mais ce grand récit, il ne fonctionne pas en fait pour tout le monde. Et puis des gens qui, de manière très concrète, travaillent déjà
à retrouver des formes d'organisation sociale, dans ce qu'on appelle des micro-luttes politiques, des formes d'émancipation, retrouver des formes de solidarité à travers des choses très concrètes, quoi, en quelque sorte. Voilà. Donc alors, quand on commence à étudier en fait le champ des résistances, il faut passer du temps et voir comment par micro-capillarité, eh bien, ces notions sont présentes, mais pas forcément d'ailleurs sur les mêmes terminologies. Alors, ça serait intéressant d'ailleurs de vous interroger aussi cette arrivée tardive de la notion. D'ailleurs, moi je pense d'ailleurs à Anastasia, hein, pour tout relativiser, c'est que je pense que c'est 2015 en France, comme je le dis, c'est vrai que mais quand je dis Collège de France, tu vois bien, c'est quand même une entité assez élitiste en France. Mais en tout cas, c'est la COP 21 aussi, c'est toutes les les grands rassemblements politico-économiques, et puis tu vois bien, hein, ce qui marque aussi les médias, c'est la façon dont les gens vont s'enchaîner devant pour combattre en fait les décisions qui sont des décisions trop froides, pas assez engagées, qui ne correspondent pas à l'urgence ressentie en fait par chacun d'entre nous. C'est ça qui est fou, et donc qui demande à ce que absolument il faut légiférer de manière beaucoup plus radicale. Mais il y a le champ politique des décisions politiques, surtout à l'international, et vu que la mondialisation est le propre de la planétarisation, j'aime bien ce néologisme de planétarisation, montre bien qu'il y a tellement d'attachement et de complexité, ça comment dire, les économistes pourraient nous montrer qu'il y a tellement en fait de rattachement à l'échelle mondiale que lorsqu'on tire une toute petite ficelle, c'est tout l'édifice en fait qui se met en branle. Et on sait bien que les lobbies industriels qui détiennent en fait aussi toute l'histoire de l'énergie fossile, ils sont absolument pas prêts à tout transformer comme ça de manière radicale. Voilà, des éléments de réponse comme ça, mais je pense que pour le coup, ça serait intéressant aussi de considérer que vous avez aussi la possibilité d'énoncer en fait ça à travers ce que vous faites tous les jours, hein, à travers des tout petits gestes, des formes d'appréhension, des écritures de blog, des formes de résistance. Vous avez sûrement plein d'énergie en fait que vous pourriez mettre en avant là dans les discussions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. On peut encore accorder 5 minutes pour en parler. Alors, je ne sais pas si Rachel est encore avec nous. Oui, elle est là, je la vois, Rachel. Et je ne sais pas, peut-être que c'est vrai. Quelle perception, Rachel, tu as de cette notion? Rachel Rajalu donc, est philosophe et elle travaille, et c'est dans cette dynamique d'ailleurs de miroir que je trouve que le projet est intéressant, qu'on mène depuis maintenant 2 ans et qu'on va reconduire sur une dernière année. Et je ne sais pas quelle réponse elle pourrait donner sur le champ public, sur la perception de cette notion. Je ne sais pas si Rachel, là où elle est, elle a suffisamment de réseau pour prendre la parole. Voilà. Peut-être qu'elle nous mettra. Elle nous dit effectivement qu'elle a des problèmes de connexion. Du coup, oui. Elle va prendre la parole. Bon, Rachel, tu pourras faire ça demain si tu veux. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est parfait. Très bien. Merci Miguel pour cette riche conférence, encore, qui retrace tout un parcours de manière nouvelle. Sur le concept d'anthropocène, c'était ta question, Miguel. Je crois en fait que c'est un concept plus qui a des ambitions plus pragmatiques qu'heuristiques, on va dire. Enfin, au sens où c'est vraiment à partir de lui que nos consciences s'éveillent et éventuellement nos pratiques se transforment. Voilà, c'était la seule remarque que je peux faire à ta question. Et non, du coup, ça répond aussi, tu vois, Anastasia, en fait, aux questions qui émergent, c'est-à-dire c'est cette idée que ça doit, plutôt que d'être dans une herméneutique qui serait, voilà, qui s'enfoncerait dans un vocabulaire. Oui.
sais pas si Rachel voulait ajouter quelque chose, mais plutôt, voilà, c'est de nous ouvrir en fait aussi à une volonté en fait de continuer, hein, je dis de continuer à entreprendre de mille façons, des opérateurs qui nous met en fait, qui nous placent dans l'espace public, à la fois nos voix, hein, mais un peu comme tu vois ce que vous allez entreprendre, Anastasia, hein, nos voix et nos corps pour essayer en quelque sorte de rendre présent en fait une manière de penser, mais pas simplement la rendre présent dans des cabinets, mais la rendre présent aussi dans les espaces publics, parce que c'est vrai que je crois quand même à la nécessité de faire obstruction, en quelque sorte, à la machine, à la machine qui s'emballe. C'est-à-dire, en gros, la métaphore est sûrement mauvaise, hein, mais vous savez bien, on dit qu'effectivement, un train TGV lancé à grande vitesse, on ne l'arrête pas comme ça, parce qu'il y a une inertie en fait, du poids. Mais du coup, en fait, il faudrait mettre du poids justement sur ce TGV pour qu'il ralentisse plus vite, parce que en fait, on n'attendra pas, le mur est trop près, en fait. Donc, on n'attendra pas le temps que le TGV freine, c'est trop long, en fait, il va, je sais pas, 1 km ou 2 km, on va arriver droit dans le mur. Donc, il faut, en fait, avoir exercé des pressions multiples qui sont, en fait, des pressions bien connues, hein. C'est ce que vous faites, je pense, Anastasia. Ce sont aussi des modes d'occupation dans l'espace public, de revendications nécessaires. Je crois qu'il ne faut jamais lâcher l'espace public pour être justement pesé contre cette machine et puis à la fois réinventer d'autres formes, c'est-à-dire c'est la ZAD, par exemple en France, ça veut dire la zone à défendre, hein, alors, où c'était un jardin à défendre, mais à la fois c'est trouver en fait des lieux au centre de la machine pour désengager en fait cette machine et qu'elle puisse fonctionner tout à fait un peu autrement. Parce que c'est vrai, je ne sais pas comment c'est en Ukraine, mais lorsque vous entendez quand même les grands registres politiques sur les questions d'écologie, ça fait quand même assez froid dans le dos, quoi. Ce sont des imaginaires qui sont encore très très loin de coller véritablement aux préoccupations du GIEC, hein. Le GIEC, on pourrait dire, après tout, on peut dire que ce n'est pas clientéliste. Voilà, j'espère, c'est quand même sans. Voilà, énormément de scientifiques qui nous montrent quand même que ça va très 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 mal et qu'il a, voilà, il faut voilà, agir. Donc oui, je suis complètement d'accord qu'il faudrait que l'anthropocène, cette notion, ça soit encore un modus operandi, mais multiple, de multiples façons pour agir, penser et réactiver en fait la pensée politique, parce que c'est quand même elle qui devrait en quelque sorte, en tout cas si on veut continuer avec ces représentations démocratiques, c'est avec ça qu'il faut composer. Donc, il faut chercher des liens importants et à désubstantialiser en quelque sorte la puissance financière qui est complètement hors sol. Je n'ai pas le temps, malheureusement, de vous parler d'anecdotes, mais peut-être que vous avez entendu parler notamment, par exemple, en bourse, des traitements boursiers qui, en fait, sont complètement gérés par des algorithmes et sur des millisecondes qui peuvent passer, en fait, des marchés colossaux de gestion de blé qui a des incidences quand même hyper importantes sur l'écologie d'un lieu, c'est-à-dire les ressources et les gens, hein, et qui peuvent de manière fratricide en une en une infraseconde passer des ordres monumentaux et pas du tout en fait en contradiction majeure avec l'équilibre des écosystèmes, des vies humaines et des vies entières, quoi. Donc ça, et voilà, il faudrait à un moment donné essayer de trouver des dispositifs pour aussi bloquer en fait et réengager d'autres façons. Il y a une toute dernière question de Rachel. Y a-t-il une dimension morale à l'expression d'un monstre prometteur de Jacques Grünewald? Et quelle est la promesse que contient un tel monstre? Oui, alors j'ai sauté un peu cette partie. Je n'ai pas le temps en fait trop de la développer. Je pense qu'elle était à rattacher à la notion de croyance, quoi. En fait, cette nécessité que prometteur, c'est cette idée que dans l'idée de ce monstre, il y a une promesse, et la promesse effectivement d'agir de nouveau, de trouver en fait un endroit suffisamment convenable
pour se retrouver dans des modalités d'action qui sont coopérantes avec le reste du vivant et avec les organisations humaines telles qu'on les a mis en place actuellement, quoi. Alors voilà, c'est loin d'être simple. Alors, par exemple, si on prend Baptiste Morisot, il dit que en fait, les problématiques qui nous traversent sont liées à un effondrement de nos sensibilités. Alors, c'est pas le premier à le dire, hein, notamment Paul Valéry et je suis sûr, alors je suis désolé pour mes références, il faudrait que je trouve aussi des références parce que je pense que ukrainiennes, etc., et je pense qu'ils sont probablement magistrales et peut-être que voilà, on va essayer d'en récupérer. Hein, c'est un peu ça, Anastasia, grâce à votre équipe, là, de trouver aussi une multitude de références. Mais du coup, cette croyance, c'est cette idée En fait, Bruno Latour, il dit, par exemple, bon, Philippe Descola, c'est un grand anthropologue au Collège de France et il parle il dit qu'on a plusieurs ontologies, c'est-à-dire qu'on a plusieurs manières d'être au monde. Alors, être au monde, c'est-à-dire qu'en gros, on a une espèce imaginez un cerveau, des gens autour de nous, et puis une puissance un peu cognitive qui nous permet de porter du sens à ce qu'il y a autour de nous. Alors, ça se fait avec la peau, ça se fait avec la façon dont on a eu une histoire sociale et culturelle. Et il dit qu'on a des ontologies, quoi, en fait, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a des ontologies naturalistes, alors ça c'est propre à l'Occident, où on a volontairement, mais ça n'a pas été vrai tout le temps, hein, c'est-à-dire que les historiens s'accordent à dire que la rupture avec la nature, c'est plutôt le 19e siècle, et qu'avant on était quand même en phase avec elle. Alors j'en reparlerai demain justement en fait, de ces questions. Alors il faut savoir ce que ça veut dire exactement en phase. Et puis, si l'anthropologie, l'ethnologie a montré que finalement, l'animisme ou le totémisme a été complètement plus en phase encore de la nature, puisqu'on projette des liens un peu, alors, des liens ténus, suffisamment convaincants pour qu'on puisse vivre en correspondance avec des formes vivantes qui ont des ontologies radicalement a priori différentes, mais qui, pour l'homme, sont du pareil au même, en quelque sorte. Alors, je fais peut-être un peu vite, mais donc, du coup, cette croyance, c'est de reprendre conscience qu'on a tout un tas d'appareillage déjà présents sur des modalités un peu sensibles au monde qui seraient pour Bruno Latour à réenclencher. Elle serait pas, il est un peu sceptique sur la position du naturalisme de Philippe Descola. Alors peut-être que c'est, je suis désolé, une considération il faudrait prendre probablement plus de temps, mais il dit c'est pas si simple parce qu'on a des ambiguïtés dans tous les recoins de nos corps, dans la manière d'agir, etc. On peut parler tout d'un coup à une plante alors qu'on va, par exemple, passer un ordre fossile pour exploiter en fait cette même plante. Et du coup, si à un moment donné, par exemple, je me promène au jardin des plantes et que je pose un regard, etc., il dit cette notion de distinction un peu radicale, elle est à voir plus précisément parce que si on la pose comme catégorie, en fait, elle écrase un peu des réalités qui peuvent être contredites. Bon, en fait, voilà, alors j'aime bien que ça soit dit et que du coup, ça peut nous permettre, par l'objet d'être réattentif avec ce monde, comme beaucoup de philosophes nous emmènent à le penser. Alors, à travers la visibilité de l'ontologie un peu animale ou végétale, etc. Il faut trouver de nouveaux dispositifs sensibles pour qu'à un moment donné, ces ontologies qu'on pensait artificielles, ou en tout cas qu'on pouvait penser comme utilitaristes, c'est-à-dire qu'en gros, toutes les ressources sont pour les hommes pour accroître en fait leur dispositif marchand, bien-être, etc. Eh bien non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et en réaccordant en fait une espèce de coexistence équilibrée, alors sans prétendre que l'homme est une plante, l'homme est un dauphin, etc., hein, d'accord, mais réévaluer en fait ces formes de coexistence pour que lorsqu'on agit, alors pas contre elles, mais avec elles, eh bien, on peut imaginer qu'il y a une considération réciproque sur ces formes de vie. Et quand on coupe un arbre, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'écosystème sur la forêt? Ben, j'en parlerai par exemple demain. Merci beaucoup. Juste, je vais dire un petit mot, parce qu'il y avait une question de Elodie, mais je pense que c'est pertinent pour tout le monde. Ce qui concerne les notes, donc tout ce qui a été dit aujourd'hui et toutes les références qu'on va ajouter,
J'ai mis un petit lien dans la discussion, donc je vous invite à le copier. Pour l'instant, c'est une page vide, donc n'ayez pas peur. Mais d'ici là, fin de semaine, donc on aura rempli toutes les notes de toutes les conférences, tous les événements qu'on a, et on va marquer effectivement la langue de ces notes, soit ukrainien, soit français, sachant que plus tard, il y aura effectivement la traduction sur les deux à chaque fin. Donc, copiez-le bien. Je vais le remettre dans le chat demain et après-demain. Et d'ici là, je crois vendredi, voilà, on aura essayé de tout y mettre. Et merci beaucoup voilà, à celles et ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui. Et moi, notre équipe, je crois Miguel aussi, on a hâte de vous retrouver demain et après-demain pour la... Et demain, préciser ouais, un peu plus tard. Alors, demain, on se retrouve avec vous à 11h, c'est l'heure de Paris, donc l'heure française, et à midi pour celles et ceux qui sont aujourd'hui en Ukraine. Donc, 11h, l'heure de Paris, et midi, l'heure de Kiev, la capitale de l'Ukraine. Alors, vous avez le droit, nos amis ukrainiens ont le droit, en fait, de manger en même temps, hein, parce qu'on leur impose une conférence sur une heure un peu tardive. Je suis désolé, j'étais un peu coincé. Mais positif. On va faire les deux choses à la fois. Merci beaucoup, Miguel. Voilà ce super début qui a été très enrichissant, je crois, pour tout le monde et pour les amis ukrainiens. Et voilà, on va se dire demain. à demain. Oui. À demain. Merci. Et à demain.